Bonjour à tous, bienvenue dans l'auditorium du Louvre. Un grand merci d'ailleurs au musée du Louvre et à la direction de la médiation et de la programmation culturelle de me permettre de vous parler aujourd'hui de cette exposition Pologne 1840-1918, peindre l'âme d'une nation, que donc nous présentons au musée du Louvre-Lens jusqu'au 20 janvier 2020. J'avais une première question à vous poser, c'est est-ce qu'il y a des polonophones dans la salle? Oui, bon, bah alors, je m'excuse auprès de vous, malgré les efforts surhumains que j'ai essayé de prononcer au mieux les noms que vous allez entendre, mais je n'y arrive pas toujours. Donc, je vous prie par avance de m'excuser pour vous écorcher les oreilles. Bah, pour les autres, vous faites semblant, ça ira très bien. Alors, effectivement, la question de la Pologne est très importante pour notre territoire et il s'avère qu'en 2019, il y a deux événements qui étaient intéressants pour nous à mettre en avant et qui finalement justifiaient le fait de faire cette grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e et du début du 20e siècle à Lens en 2019. Alors il y a deux événements majeurs qui sont importants dans ce projet. C'est effectivement le centenaire du retour de l'indépendance de la Pologne après la Première Guerre mondiale en 1918 et quelque part pour la Pologne et pour nos partenaires polonais, on est toujours dans finalement la commémoration de ce centenaire qui se perpétue encore en 2019. Et d'autre part, alors là pour le coup chez nous c'est vraiment très très important, c'est la question de la signature d'une convention relative à l'immigration et à l'immigration qui a été signée entre la France et la Pologne tout juste renaissante du 3 septembre 1919 et qui a permis effectivement à l'arrivée massive de travailleurs polonais sur l'ensemble de la France, mais principalement dans le nord de la France pour travailler principalement dans les mines. Plus de 200 000 contrats de travail, donc quelque chose d'effectivement massif qui fait que nous sommes un peu une petite Pologne dans le bassin minier. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quelque chose qu'on a nous en tête très très fort dans la justification de ce projet. Alors, je le dis tout de suite, puisque c'est plus qu'une exposition, c'est vraiment une saison polonaise qu'on propose au Louvre-Lens, puisqu'il y a une petite exposition au pavillon de verre qui est également consacrée à Kazimierz Górecki, qui est un photographe issu de cette immigration et qui, du coup, à travers son travail photographique, nous donne des images de cette population implantée dans le bassin minier, de cette Pologne du bassin minier, une petite exposition dont je ne parlerai pas, mais qui, quelque part, complète également cette programmation sur la Pologne au Louvre-Lens en 2019. Alors, le projet polonais, il est effectivement assuré par des collègues du Musée national de Varsovie, donc Iwona Daniewicz et Agnieszka Rosales, du côté du Musée national de Varsovie, comme je viens de le dire, et de Marie Lavandier, ma directrice, et de moi-même. Côté français, c'est intéressant à noter puisque c'est véritablement une production, en tout cas scientifique, qui se veut mixte et c'est pas une vision simple polonaise appliquée à la France de la peinture polonaise. C'est véritablement un double regard qu'on a voulu proposer ici. Et c'est important à le dire. Donc effectivement, les principaux partenaires du projet sont le Musée national de Varsovie et l'Institut Adam Mickiewicz, que je vous présente ici, qui est donc l'institut qui est en charge de la diffusion de la culture polonaise à l'étranger. Et donc on bénéficie d'un programme autour de la Renaissance de la Pologne qui fait 2017-2022, dans lequel on s'inscrit pleinement. Donc ça c'est le protocole, on n'a pas l'habitude d'avoir des hauts patronages des présidents de la République, donc c'est le cas ici, donc on en profite, voilà. L'entrée de l'exposition, on commence, voilà l'entrée que notre scénographe Mathis Boucher, qui est en charge du projet, nous a concoctée, qui est une alliance effectivement entre un regard sur les motifs traditionnels qu'on a beaucoup utilisés finalement dans la communication et un petit clin d'œil à la façade du Musée national de Varsovie, puisque vous voyez qu'il a scandé comme ça avec ses fines colonnettes. Pour évoquer les collègues à Varsovie.
Alors, bon, ça c'est la carte, c'est très important pour évoquer effectivement ce dont on va parler plus précisément maintenant. Alors pourquoi la question du 19e siècle? Pourquoi 1840? Pourquoi 1918? Bon, 1918 c'est assez simple puisque c'est effectivement le retour de la Pologne sur la carte. Et avant, on est dans une situation où la Pologne n'existe pas. Dans un 19e siècle qui est un siècle, vous le savez, un siècle de la nation, un siècle de l'histoire où les identités nationales se constituent véritablement. Et dans le cas polonais, il se constitue sans État, donc quelque part aussi sans école. Et pourtant, cette identité nationale va perdurer et va pouvoir quelque part permettre la renaissance de l'État en 1918. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer, enfin ce qu'on montre dans l'exposition, c'est véritablement comment les peintres se sont mis au service de cette cause, en prenant quelque part le relais des grands poètes romantiques polonais du début du siècle. On pense à Mickiewicz, on pense à Krasinski, à Slowacki, et c'est cette histoire-là qu'on raconte. Donc avant 1840, c'est vraiment plus précisément la poésie qui va jouer ce rôle, si vous voulez, de créateur de cette identité nationale forte, plus que la peinture. Et c'est pourquoi on commence le propos à partir des années 1840 seulement. Alors, sur la carte plus précisément, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au XVIe et XVIIe siècle, la Pologne est un très grand pays d'Europe. C'est la République des deux nations qui, en gros, englobe à la fois la Pologne, mais aussi le duché de Lituanie, dans une république nobiliaire, une royauté aristocratique, dont le XIXe siècle va être très très nostalgique. Vous voyez un petit peu ici en rouge les limites de ce pays qui est du coup beaucoup plus à l'est, hein, vous le voyez tout de suite, que la Pologne actuelle, qui est une Pologne finalement des années d'après 1945 seulement. Donc vous allez voir dans l'exposition, il y a tout un aspect qui finalement recoupe ce territoire-là, qui sont aujourd'hui plus polonais, mais qui sont soit l'Ukraine, soit la Biélorussie, soit la Lituanie, mais qui faisaient partie intégrante de ce territoire qui s'appelle qu'on appelait la Pologne à l'époque. Vous voyez que donc à la fin du 18e siècle, au cours de 3 partages, le territoire est morcelé au profit des puissances qui entourent la Pologne, donc majoritairement la Russie, la Prusse ici, qui deviendra l'Empire allemand en 1870, et le sud de la Pologne, cette partie-là, qu'on appelle la Galicie, avec Cracovie dedans, qui est attribuée à l'Empire d'Autriche. Alors on commence l'exposition, on rentre dans le vif du sujet avec cette première salle d'introduction où vous voyez au fond 2 artistes, les artistes les plus importants de la période, qu'il faut, si vous devez en retenir 2, ce sont vraiment ceux-là. Donc Jan Matejko avec ce fameux Reitan sur lequel je reviendrai, et le deuxième, c'est Jacek Malczewski, de la fin de la période, qui lui est un artiste plutôt symboliste et qui est très très intéressant également. Le propos de cette salle d'introduction, c'est finalement de résumer l'enjeu de ce que je viens de vous dire en termes de sujet, c'est-à-dire à travers ce grand tableau d'histoire de 1866, Matejko nous raconte la question du partage, donc quelque part le début de l'histoire qui nous intéresse. Et dans les 2 tableaux qui se font face côte à côte dans la même salle, Malczewski nous raconte comment à la fin du siècle, le peintre est confronté à quelque part la mélancolie de devoir, par son processus de création, encore et encore revenir sur la question de l'histoire polonaise malheureuse, quelque part en vain, puisqu'il faudra attendre encore 20 ans pour que l'indépendance puisse avoir lieu pour la Pologne. Donc voilà ce très grand format qui est un peu un événement, effectivement, qui vient du château royal de Varsovie, donc qui s'appelle le Reitan. C'est un tableau qui revient en France après avoir été exposé à l'exposition universelle de 1867, présentation du tableau qui d'ailleurs avait posé problème, j'y reviendrai
par la suite. Ça me permet tout de suite de vous dire qu'on a affaire ici à des peintres, alors pas tous dans l'exposition, mais des peintres, pour certains, qui étaient véritablement très très connus. On y reviendra pour Matejko, et très souvent présentés dans les expositions des grandes capitales européennes, à Paris notamment, pas seulement aux expositions universelles, mais Matejko, il présentait au Salon de Paris tous les 2 ans. Il a très vite une médaille, ce qui lui permet de ne pas avoir à passer par les fourches codines du jury, et donc c'est quelqu'un qui est véritablement très connu, même si lui, personnellement, ne sera jamais installé à Paris, contrairement à d'autres de ses collègues polonais. Alors, ce tableau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente effectivement la Diète de Varsovie, a priori en 1773. En fait, comme très souvent chez Matejko, il nous propose une vision un petit peu synthétique de l'histoire en regroupant différents événements et en n'ayant pas peur de présenter des personnages qui, par exemple, n'étaient pas forcément présents à cet événement précis. Ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez dans la composition l'opposition entre Tadeusz Reitan, qui est donc ce noble qui se jette par terre pour empêcher finalement que le traité qui va permettre la partition du pays se fasse, vêtu à la mode sarmate, donc ce sarmatisme qui est donc l'idéal aristocratique un peu fantasmé de la noblesse polonaise, très orientalisante comme vous le voyez, qui s'oppose en gros aux grandes familles polonaises qui sont, elles, habillées à la française, et donc Matejko, à travers cette peinture d'histoire, nous montre effectivement la responsabilité de ces grandes familles, donc les Poniatowski, Czartoryski, Potocki, qui, sous quelque part la tutelle de Catherine II de Russie qu'on voit derrière, et puis effectivement la puissance militaire qu'on aperçoit derrière la porte, vont aboutir à la déchéance de la Pologne. Alors c'est un tableau qui est tellement iconique que effectivement la question de il faudra me passer sur le corps en polonais, ça se dit je fais mon Reitan, quoi. C'est pour vous dire la puissance de ces tableaux, et notamment de celui-là, dans l'imaginaire polonais encore aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant de voir à quel point effectivement ces données du patriotisme polonais, c'est le 19e siècle, mais c'est encore, malgré j'allais dire les vicissitudes du 20e siècle, encore très présent dans la mentalité, j'allais dire, polonaise encore aujourd'hui. Oui, et je disais juste, donc c'était en fait tous les descendants de ces grandes familles finalement vont saisir Napoléon III en 1866-7 pour essayer d'empêcher la présentation de ce tableau-là au moment de l'exposition universelle, comprenant bien à quel point Matejko les mettait en cause finalement dans le résultat du déclin de la Pologne. Mais cette intervention ne servira à rien puisqu'il sera quand même présenté. Donc l'autre peintre de cette première salle est donc Jacek Malczewski. Donc là on est beaucoup plus tard, vous voyez, en 1890-94, et on a affaire à un peintre qui est, vous le voyez, très singulier, qui s'inscrit dans effectivement le symbolisme international, mais qui reste effectivement complètement habité par cette idée de la création du rôle du peintre, notamment dans le récit patriotique et dans ce rôle finalement que lui-même attribue aux artistes pour la renaissance de la Pologne au fond. Et c'est ce qu'il raconte ici de manière un peu désenchantée et mélancolique. Donc ce tableau s'appelle Mélancolie, où alors vous avez en fait, donc vous êtes dans l'atelier du peintre, donc le peintre est là avec devant son chevalet, même si finalement ses pinceaux et ses ustensiles sont ici, et vous voyez en fait sortir de sa toile quelque part toute l'histoire du siècle polonais à travers les différents âges de la vie. Vous allez du plus jeune au plus vieux, avec au fond toutes ces images des insurrections et de la répression des insurrections, donc, des images d'insurgés. Et derrière, surtout les vieux, vous les voyez avec ce grand manteau très caractéristique dans l'iconographie qu'on va voir, des déportés, notamment des déportés en Sibérie, puisque c'est là qu'on enverra les insurgés, qui finalement arrivent au bout de l'atelier vers cette figure de mort
ou en tout cas d'une très grande mélancolie, qui regarde par la fenêtre pour quelque part mettre un point final sur la vanité quelque part de l'ensemble de cette peinture. Il y aurait beaucoup de choses à dire ailleurs, effectivement, de dire que l'enjeu aussi de tout ce qui est raconté, finalement, ne dépasse pas le cadre de l'atelier et de la création artistique pure. C'est aussi ça que Malczewski met en avant, le caractère finalement strictement artistique de la démarche qui n'aboutit pas à une véritable transformation politique. Alors, par la suite, on commence le propos effectivement par évoquer la peinture d'histoire. La peinture d'histoire au XIXe siècle, c'est la plus importante dans la hiérarchie des genres, puisque c'est effectivement celle qui peut permettre au peintre de montrer à quel point il est cultivé. Au fond, il a de la science, puisqu'il va peindre des choses que forcément il n'a pas vues. Donc, la peinture polonaise va être marquée par cette hiérarchie des genres dans un contexte particulier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école pour raconter, pour montrer, pour mettre en image ce récit national pour les petits Polonais. Donc en fait, ce sont les peintres qui vont assurer, j'allais dire, par eux-mêmes et de leurs propres faits, la création de ces images. Et donc la première partie de l'exposition va montrer effectivement comment les artistes vont mettre en avant différents moments de l'histoire plutôt récente, parce qu'on ne va pas plus loin que le XVe siècle, en mettant en avant effectivement les moments les plus glorieux et qui font le plus sens pour eux au XIXe siècle. Un petit mot sur la question de la formation. Effectivement, dans le cadre du partage du pays, pour être un artiste professionnel, très rapidement, il faut que les peintres se forment à l'étranger. Et beaucoup vont se former en fait dans différents centres européens, Saint-Pétersbourg, Vienne, Munich, Rome et Paris. Je vais vous parler de celui-là. Donc on reste sur Matejko, je vous l'ai dit, vous avez vu un petit peu peut-être le sous-titre de cette section. On l'a vraiment appelé la star de la peinture polonaise. C'est une star au niveau même européen de la peinture, puisque tout le monde le connaît. Tout le monde voit qui c'est. Je rappellerai juste un petit mot sur la question effectivement de l'impact culturel du salon. C'est quelque chose de très important dans les journaux. Les recensions du salon, ça prend beaucoup de place et très très longtemps. Effectivement, c'est quand même un monde de l'image, ce monde du 19e siècle. Et avant le cinéma, les stars artistiques de l'époque, ce sont les peintres. Et Matejko en fait partie, même si vous vous souvenez plus du tout de ce nom et que sans doute vous ne l'avez jamais entendu avant d'arriver dans cette salle. On présente ce tableau notamment là, qui est j'allais dire un petit Matejko. C'est un peu le problème de montrer Matejko hors de Pologne en France, parce qu'en fait ces formats sont gigantesques et c'est très compliqué à faire venir. Donc on montre toujours une image un peu tronquée de ce peintre, malheureusement, parce qu'il est matériellement impossible de faire venir les grandes toiles qui ont fait vraiment sa renommée, qui font plus de 5 mètres de large, 4 mètres de haut pour la plupart. Donc ici, c'est un plus petit tableau. Vous voyez qu'en 1874, il continue dans son horreur du vide caractéristique, c'est-à-dire de plus en plus, ses compositions sont très très chargées, on comprend plus trop de quoi il s'agit. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que c'est le XVIe siècle qui veut mettre en avant à un moment où on baptise la cloche de Sigismond à Cracovie. Donc effectivement, on met en avant la préciosité à la fois des costumes du roi, Bonasforza, Stancicella. Les artistes de la Renaissance italienne sont invités à la cour et le fondeur est un fondeur allemand. Donc tout ceci coûte beaucoup d'argent et effectivement, à travers cette opposition entre ceux qui travaillent et ceux qui regardent, c'est aussi ça le tableau, on montre j'allais dire l'époque glorieuse, cet âge d'or de la Pologne que tout le monde en Pologne essaye de retrouver.
On reste dans le même sujet, vous voyez, ici avec Henryk Rodakowski, qui est lui aussi un artiste très important de la période, qui lui par contre va passer une bonne vingtaine d'années à Paris, d'ailleurs jusqu'à être considéré comme un peintre français, comme ça arrivait souvent à Paris. En 1855 par exemple, à l'Exposition universelle, Henryk Rodakowski il présente dans la section française, ça pose absolument aucun problème à personne. Par contre, dans les années à l'Exposition universelle d'après à Paris, en 1867, là, pour le coup, il devra retourner du côté autrichien, parce que lui, il est du côté autrichien, et puisque la question, effectivement, de la prééminence de tous ces artistes étrangers, notamment en peinture d'histoire, commence à poser un problème aux élites artistiques françaises, on va dire. Puisque presque 20% des artistes chaque année sont en fait étrangers, ce qui est intéressant aussi à se rappeler, c'est-à-dire que l'exposition ne montre pas qu'une peinture étrangère, elle montre aussi des peintres qui étaient à Paris, qui étaient vus, qui étaient connus, et donc en fait c'est aussi une manière de voir un angle mort de la production artistique à Paris que de retrouver ces artistes polonais par exemple, mais évidemment de d'autres pays. Ici donc, Rodakowski, lui, c'est plutôt un portraitiste, très apprécié notamment par Delacroix. Ici, il est intéressant parce que c'est le premier, alors pas avec ce tableau, mais avec un autre tableau dans les années 1860, qui effectivement présente des histoires polonaises, enfin l'histoire polonaise, au Salon à Paris. Alors ici, il le fait en 1872, après la guerre, et il présente donc alors un tableau qui s'appelle aujourd'hui La guerre des poules, parce que effectivement en fait, les seules victimes de cette guerre étaient les gallinacés, donc c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Et au salon, c'est un titre très très long à rallonge, comme souvent. C'était 4 lignes de titre pour expliquer la scène. En fait, il s'agit de Sigismond Ier, donc un des grands rois Yaglon de cette dynastie importante du XVIe siècle, qui, sous la pression de sa femme, qui est la méchante reine Bona Sforza, une reine italienne, fait prononcer par Tarnowski, son chancelier, aux nobles ameutés en dessous, un rescrit qui garantit leurs privilèges. Donc vous voyez ici, on est dans le contexte effectivement de ces grands moments de la Pologne qui est la République des deux nations, où quand même on sent bien à travers ce tableau d'histoire comment les luttes de pouvoir pouvaient se faire entre la question de la royauté et de ces grandes familles. Alors vous retrouvez la préciosité qui est quasi vénitienne qu'on voyait dans ces tableaux, donc on pense à Véronèse quand on voit ces choses-là, on pense aux grands artistes de la Renaissance également. Je parlais de la méchante reine Bona, c'est intéressant parce que tous ces personnages, qui sont des personnages historiques avérés, sont quand même vus à travers le prisme de la littérature, puisqu'il y a tout un courant, que ce soit la poésie, mais aussi le théâtre, qui reprend ces personnages historiques pour en faire, j'allais dire, des personnages fictionnels du romantisme polonais. Et donc, effectivement, Bona Sforza apparaît, en tout cas dans la littérature, comme une reine vraiment perfide qui est toujours en train d'intriguer au détriment, quelque part, de la grandeur de la Pologne, quoi. Une des périodes qu'on met particulièrement en avant dans cette section et qui est intéressante comme regard rétrospectif, c'est effectivement comment le 19e siècle va mettre en avant le siècle militaire de la Pologne. Et le siècle militaire de la Pologne, c'est le 17e siècle, notamment le règne de Jean III Sobieski, puisque c'est la puissance militaire polonaise qui, tout au long de ce siècle, va quelque part faire barrage par rapport à l'avancée des Ottomans en Europe. Là, on est par exemple sur ce tableau de Joseph Brandt, donc un grand peintre militaire de l'école de Munich, Rokiewicz à Rosim, qui représente ce grand hetman de Lituanie qui, au péril de sa vie d'ailleurs, il mourra à cette bataille, va repousser encore une fois les troupes d'Osman II, il me semble, en 1621. Donc on est au début du siècle, mais on va retrouver tout au long du 19e siècle, notamment à travers des aquarelles de Cossack. Donc on est loin, on est en 1884 déjà. Et ici, on a Sobieski aux portes de Vienne et on lui rapporte le soi-disant étendard du prophète que les armées polonaises ont pu arracher
aux troupes du sultan. Et donc on a ce roi électif très très important qui est véritablement le garant de la chrétienté au XVIIe siècle. C'est véritablement le personnage royal qu'on met en avant pour aussi montrer quelque part par contraste l'ingratitude de l'Europe, puisque l'Europe demandait finalement à la Pologne d'intervenir et l'Europe a laissé la Pologne finalement mourir au XIXe siècle. Juste, je reviens sur le tableau d'avant qui est intéressant, qui est toujours de Brandt, qui est le départ du palais de Villano. Bon, c'est intéressant parce qu'on croirait à une grande peinture d'histoire avec un souffle épique, vous voyez, dans le branle-bas de combat des chevaux et de tout l'appareil autour du roi, qui est ici avec sa femme française Marie Casimir, pardon. Mais en fait, c'est juste une promenade en traîneau, ce tableau. On finit la section de l'histoire de la Pologne par un détour par l'Antiquité. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais il y a effectivement un lien entre la question de la peinture et de la littérature polonaise sur ce sujet des martyrs chrétiens, notamment sous Néron. Donc le peintre véritablement qui va se faire le miel de de ces images, c'est Henryk Chmielacki qui est véritablement lui aussi un peintre très très connu en Europe, qui est basé à Rome et qui va se faire une spécialité de cette production néo-pompéienne au fond, mais dans lequel il va mettre en avant ces scènes de martyrs des premiers chrétiens, comme vous le voyez ici, où alors on n'a que l'esquisse dans l'exposition. C'est un très très grand tableau, Les Torches de Néron, qui est en fait le tableau qu'il a donné pour permettre la création du Musée national de Cracovie, où, alors vous le voyez pas bien, il faut l'imaginer, mais vous voyez en fait c'est les croix, évidemment, avec les chrétiens qui vont être enflammés dans le jardin de Néron pour avoir soi-disant effectivement participer à l'incendie de Rome. Ce qu'on veut dire par là, c'est est-ce que Chmielacki a voulu véritablement évoquer les martyrs polonais à travers ces scènes d'histoire? C'est un peu compliqué pour lui, puisque on l'a beaucoup pensé. Bon, aujourd'hui, on met en avant le fait que quand même son père était un général russe, que lui-même n'était pas un grand partisan de la cause polonaise. Ce qui est sûr, c'est qu'il était très en rapport avec Sienkiewicz, le prix Nobel de littérature en 1905, et dans son Quo Vadis, Sienkiewicz, lui, et c'est certain, voit quelque part la Pologne et son destin à travers la destinée tragique de ces martyrs chrétiens. Alors ensuite, on passe effectivement à la question des rapports entre la France et la Pologne au XIXe siècle, qui, vous le savez, est très importante, en faisant un petit focus sur la question de l'image de Napoléon, qui apparaît encore aujourd'hui comme un héros de cette cause patriotique polonaise. Et on présente le premier artiste intéressant dans ce thème, c'est Piotr Michalowski, avec ce Napoléon à cheval, qui est du Musée national de Varsovie. Donc lui, il fait partie de la grande émigration. Donc c'est un peintre qui est d'ailleurs autodidacte, qui va commencer à travailler vraiment à Paris, et qui, vous le sentez, est quand même très très inspiré de ce premier romantisme parisien, notamment de Géricault. Et toute sa vie, il va être vraiment passionné par cette image de Napoléon, ou par la bataille de Somosierra, comme ici, qui est véritablement un thème qui va reprendre et reprendre et reprendre. C'est un peu la bataille d'Anghiari de Michalowski, cette Somosierra, qui est, pour rappel, donc une bataille, une victoire des chevaux légers polonais, qui permettent d'ouvrir la route pour Madrid et quelque part réinstaller Joseph sur le trône d'Espagne. Je m'arrête un peu. Il y a effectivement, alors la question de Napoléon, c'est aussi la question du duché de Varsovie, puisque Napoléon va recréer sur le territoire pris à la Russie en 1807 ce duché de Varsovie.
et qui va être quelque part l'embryon d'un État polonais, même si après le congrès de Vienne, ce duché deviendra un royaume de Pologne complètement à la solde de la Russie. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Vous voyez que ici on a un tableau de 1913, donc beaucoup plus tardif, très très naturaliste, donc de Wojciech Kosak, qui est le fils de celui qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est cette bataille de Rachin. Alors Rachin, c'est un des grands moments de la résistance polonaise, justement de ce duché de Varsovie tout juste créé. Et on a ici la représentation d'une bataille, malgré une infériorité numérique certaine, une victoire des Polonais qui arrivent à repousser l'armée autrichienne que vous voyez ici en premier plan. C'est un peintre de panorama, Kosak, donc vous le voyez, vous le pressentez. Là, on a affaire ici, encore une fois, à un tableau de très grand format. Juste un mot pour finir, vraiment la question de ces Polonais dans les armées napoléoniennes notamment, mais même avant, dans la campagne d'Italie, est très importante dans l'imaginaire encore aujourd'hui, puisque depuis 1937, l'hymne national, par exemple, est la marche de Dąbrowski, qui est en fait le chant de ces légions polonaises dans les armées françaises. Donc voilà, c'est encore un des seuls hymne national encore officiel qui fait donc référence directement et de manière très claire à Napoléon Bonaparte. Alors ici, on a travaillé la question historique, d'histoire de l'art et la relation entre effectivement l'influence de la peinture française sur la peinture polonaise à travers le rôle et l'influence de Paul Delaroche et de ce qu'on va appeler le genre historique sur la peinture polonaise. Donc ça, c'est un prêt effectivement du département des peintures que je remercie encore. C'est le seul de l'exposition qui nous permet d'évoquer du coup effectivement ce chef-d'œuvre de Delaroche qui triomphe au salon de 1830 en représentant donc les enfants d'Édouard. Donc c'est une histoire qui est racontée par Shakespeare dans le Richard III, puisque ce sont les héritiers légitimes que le méchant duc de Gloucester va faire assassiner. Et on a le moment où, enfermés dans la tour de Londres, les enfants ne savent pas encore ce qui va se passer et on a vraiment juste le petit chien qui entend derrière la porte les bourreaux arriver. Alors il y a eu effectivement une transformation dans la manière dont on peint la peinture d'histoire à cette époque, c'est-à-dire qu'on refait... Delaroche, il ne traite pas directement le sujet historique, mais quelque part, il le traite de manière détournée, un peu par le petit bout de la lorgnette, d'un côté très émotionnel, et toujours avec une grande attention, j'allais dire, aux détails quasi archéologiques, ou en tout cas de cette mise en scène. Vous voyez à quel point il a étudié le mobilier, par exemple. Et encore une fois, avec ce lécher qui permet aux spectateurs de véritablement rentrer dans la scène et de donner une plus grande proximité avec l'histoire. Donc c'est ça qu'on va appeler le genre historique, qui va faire fureur dans l'Europe entière, et la Pologne ne va pas faire exception à cette mode de la Rochienne, notamment un peintre qui s'appelle Josef Simler, que vous voyez ici. Donc là, on a, alors beaucoup plus petit, la copie du même tableau qu'on vient de voir, qui date de 1847. Donc Simler, lui, il va vouloir impérativement venir à Paris pour se former dans l'atelier de Delaroche, et malheureusement, il va rater le coche, puisque au moment où il arrive, en fait, l'atelier de Delaroche est fermé pour une sombre histoire de bizutage qui entraîne la mort d'un élève. Enfin bon, bref, il est obligé de fermer son atelier. Et du coup, Simler se voit quelque part contraint de faire la copie du tableau au musée du Luxembourg, au musée d'art contemporain moderne. C'est ce qu'il fait ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment il transpose finalement cette leçon dans ses propres tableaux. Donc voilà le même Simler, donc en 1860, un peu plus tard, donc avec la mort de Barbara Jewell, où peut-être vous le voyez au premier coup d'œil, vous vous rendez compte qu'on a une mise en place similaire, on a pratiquement le même lit à baldaquin, une même attention aux détails archéologiques, un lécher qui est vraiment très particulier. Et alors en plus, autant Delaroche s'inspire du théâtre romantique, enfin j'allais dire presque romantique, oui, d'une certaine manière, de Shakespeare, lui-même s'inspire du théâtre, puisque la scène est une scène historique
historique, mais qui a été raconté par Felinski dont le drame sur ce même sujet, qui raconte comment, donc là on a le roi Stanislas Auguste, qui en fait a épousé une de ses sujets, qui est Barbara, qui est issue d'une très grande famille de Lituanie. Et en fait, pendant toute la pièce, on se rend compte à quel point c'est un problème pour le roi, dans cette République des deux nations, d'épouser quelqu'un de ces grandes familles pour quelque part rompre l'équilibre entre elles. Il a fallu honnêtement, j'ai dû lire toute la pièce pour comprendre vraiment ce qu'elle était le problème. Et en fait, ce problème, il est lié à ça, c'est-à-dire cette rupture d'égalité entre les familles. Donc, dans l'histoire, dans la pièce, en fait, elle finit, la pauvre, par être assassinée par la méchante reine Bona qu'on a vue tout à l'heure, alors que historiquement, alors on a fait des analyses sur ses restes et elle serait morte d'un cancer, cette pauvre Barbara. Bon, on en revient à la question de la peinture et vous voyez en tout cas à quel point il y a une transposition de la méthode de la Rochienne à un contexte polonais. Bon, il y en a un autre qui est quand même influencé aussi par notre ami de la Roche, c'est Jan Matejko. Dans le début de sa carrière, on est ici en 1862, donc avant même qu'il soit connu, j'allais dire à l'international, avec un tableau ultra connu en Pologne qui est dans l'exposition, qui s'appelle Stańczyk. Alors Stańczyk, c'est un bouffon qui lui-même est très connu, qui est justement connu pour, à la cour de ces grands rois de la Renaissance polonaise, a mis en exergue toutes les faiblesses de la noblesse, de la royauté, qui quelque part entraînent le déclin de son pays, alors même qu'on est à un moment d'âge d'or. Donc là, vous le voyez. Donc il représente ce bouffon ici, avec une scène à l'arrière-plan, qui est une scène de bal. Vous voyez ici un manuscrit, une nouvelle qui vient certainement de lire et qui le plonge dans cet état mélancolique. Et dans le coin, vous voyez peut-être une comète passé, qui est un signe de mauvais augure. Alors, je vous explique un petit peu, parce qu'effectivement, on est devant ce tableau, on a besoin quand même d'éléments historiques. Alors, les éléments historiques, le problème, c'est que dans ce tableau, ils sont un petit peu contradictoires. Dès le début de sa carrière, Matejko, il va, comme on a vu avec le Reitan, pas présenter un seul et même événement, mais plutôt faire une synthèse de plusieurs événements historiques qui ont un sens équivalent pour lui. Et ici, on a à la fois un renvoi à un épisode de 1514, qui est en fait la perte de la ville de Smolensk, qui est très important dans le passage vers la Lituanie au profit des Russes. Et quelque part, la cour célèbre une autre victoire des Polonais, alors même que Smolensk a été perdu et que cette défaite est très importante. Mais alors, il y a une autre date possible, et d'ailleurs avérée, puisque quand on regarde le tableau, on voit vraiment deux mots apparaître, donc Samogiti et la date en chiffres romains de 1533. Et effectivement, en 1533, il y a un autre événement qui se passe, c'est le fait que la Samogiti, qui est donc une province lituanienne, se rebelle contre, j'allais dire, l'état-major polonais et empêche la reprise de Smolensk. Alors, quand on sait qu'effectivement il y a eu une comète est avérée en 1533, on se rend compte qu'au fond les deux dates font un seul et même sens pour Matejko, qui est qu'effectivement au moment même de l'âge d'or de la Pologne, il y avait déjà des ferments du déclin futur. Donc vous sentez que quelque part Matejko, il se fait un peu le Stańczyk de son temps, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il se représente lui-même avec l'image du bouffon. Donc le rôle de Delaroche dans cette affaire, c'est que vous sentez bien que là encore on traite la question de l'histoire à travers le petit bout de la lorgnette, et en fait l'influence de Delaroche sera plutôt indirecte chez Matejko. Ce sont plutôt ses professeurs à l'école de Munich, quand il y est passé, notamment Karl von Piloty, qui vont infuser cette méthode de la Rochienne aux peintres polonais. Un petit mot, les dernières, j'allais dire, étapes de cette importance française dans le 19e
siècle polonais, c'est la question de la grande émigration. Et effectivement, après l'insurrection de 1830, une émigration aristocratique va se mettre en place, notamment autour de l'hôtel Lambert, qui est la propriété du prince Czartoryski, et on va avoir toute une société brillante polonaise qui va quelque part tourner autour de ce centre de gravité qui est l'hôtel Lambert. Alors ici, il est évoqué cette société-là à travers cette grande aquarelle de Théophile Kwiatkowski, qui est au Musée national de Poznan, qui est de 1859, qui est présentée au Salon à Paris, et qui s'appelle Polonaise qui s'appelle Polonaise Rêve de Chopin, plus précisément au Salon, et qui évoque de manière rêvée, encore une fois, la création de la polonaise héroïque de Chopin, avec sans doute un hôtel Lambert complètement lui aussi réimaginé, mais on a effectivement un bal de costumé qui permettait au Czartoryski d'inviter la plus grande société parisienne et de pouvoir récolter de l'argent pour aider cette émigration dont Théophile Kwiatkowski a fait partie. Alors ici, donc Czartoryski est ici, donc vous avez sa famille ici, Chopin est là, Georges Sand est là, Mickiewicz est là. Kwiatkowski, il est intéressant parce que c'était un très proche de Chopin, hein, il sera là, il sera à ses côtés au moment de sa mort. Et il sera très apprécié par Gautier, qui dira cette magnifique phrase « Théophile Kwiatkowski aurait été très connu si seulement il avait eu un nom prononçable ». Il l'a écrit, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, il fait même référence à lui dans la première strophe des Néréides, hein, qui publie dans Émo et Camée, et il arrive à faire une faute à son nom encore. Ensuite, on revient sur la question de la peinture d'histoire, mais la peinture d'histoire, j'allais dire, a vocation d'actualité. Vous le savez, au XIXe siècle, la question des événements récents fait objet de peinture, enfin, est sujet pour les peintres, et la Pologne, effectivement, ne fait pas exception à cette mode. Mais dans le contexte particulier de la Pologne, on va voir émerger effectivement une véritable iconographie qui sera à la source du patriotisme polonais tel qu'on le connaît d'ailleurs encore aujourd'hui. Alors un artiste important dans ce mouvement, c'est Arthur Grotger, qui est un peintre qui n'a pas beaucoup produit, parce qu'il est mort très très jeune, il est mort en France d'ailleurs, dans une cure en Pyrénées-Orientales, Et ici, il fait ce passage de la frontière en 1865. Donc c'est plutôt des évocations de l'insurrection de 1863, qui est une de ces grandes insurrections, notamment à Varsovie, qui va émailler tout le 19e siècle. Et ici, on a cette représentation, à travers ce tableau encore très, très romantique, de ces femmes qui vont aider les insurgés, comme vous le voyez ici. Donc on est à la frontière, là notamment côté russe, où on a cette femme qui dit aux insurgés de se cacher, puisqu'elle elle a la possibilité de traverser les frontières pour pouvoir aider, de montrer aussi la solidarité des Polonais, quel que soit l'endroit où ils vivent dans ces moments difficiles. Je vous montre ce Malczewski encore, c'est un tout petit tableau des années 1883, dans la période, j'allais dire, la plus réaliste de Malczewski, qui reprend des thèmes très importants dans cette, encore une fois, iconographie du martyr de la Pologne, puisque les étapes, c'est en fait, au fond, les évocations des différentes étapes vers le voyage, vers la déportation. Effectivement, les autorités russes vont réprimer durement l'insurrection enfin toutes les insurrections d'ailleurs, notamment en déportant les insurgés en Sibérie, ce qui vont créer d'ailleurs une sorte de société polonaise hors sol là-bas. Et suivant les moyens que vous aviez, vous pouviez y aller en calèche, mais vous pouviez aussi, pour ceux qui n'en avaient pas, y aller à pied. Et donc c'était un voyage vraiment très très dur qui pouvait durer plus d'une année. Et effectivement, on pouvait y rester pendant ce voyage, où on y allait avec les familles. Donc en fait, les déportés étaient prisonniers, mais les familles étaient libres.
mais elles accompagnaient quand même les maris et pères dans cet exil. Et effectivement, vous avez tout un développement de cette iconographie. Donc il y a plusieurs tableaux dans l'exposition qui le rappellent, où vous voyez aussi la question de ce gilet, ce manteau, cette redingote, qui sera très associé dans l'imaginaire à ce moment. Je parlais de Grotger. Grotger, il a fait aussi surtout des dessins, des séries de dessins qu'il présentait dans les expositions. Et on présente ici plutôt, alors pas le dessin en lui-même, mais en fait les gravures qui en sont issus. Donc c'est 9 dessins qui s'appellent Polonia de 1862, qui sont très importantes puisque en fait ce sont véritablement les images, là encore, qui seront largement diffusées par la gravure et que tous les Polonais finalement auront chez eux, puisqu'il faut rappeler à quel point la question de la maison, de l'intérieur, est importante dans le contexte polonais, puisque encore une fois, il n'y a pas d'école, donc il y a une répression, il y a une censure, et donc c'est à l'intérieur du foyer finalement que se constitue le récit polonais, et avec les images qui en sont dédiées, et Grotger en est un très bon exemple. On finit cette évocation de la peinture d'histoire par, encore une fois, le Malczewski, qui est vraiment pivot dans l'histoire qu'on raconte, puisque c'est véritablement, il y a un avant et un après Malczewski, dans cette manière d'évoquer la question du patriotisme et des récits polonais à travers cet artiste, encore une fois, très singulier. Vous voyez ici, en 1908-9, dans ce grand tableau qui vient de Poznan, qui s'appelle Eloa, à quel point il reprend en fait, à travers sa manière très, très caractéristique, toujours très compliquée à lire, finalement des éléments du poème de Juliusz Słowacki, qui s'appelle Anneli, ou le poème de la Sibérie, qui date de 1838, et qui raconte effectivement de manière un peu hallucinée, ou du moins fantastique, la vie de ces exilés en Sibérie. Et on a ici effectivement la mort de Helena, qui est un peu la compagne de Anneli, qui vient être... Alors vous voyez son corps ici, elle vient de mourir, et en fait l'ange féminin qui s'appelle Eloa, qui est en fait une création d'Alfred de Vigny, de 1824, qui est reprise par Słowacki, et cet ange vient la récupérer et faire une sorte de berceau avec ses ailes. Donc en fait elle est en train de lier ses ailes entre elles pour pouvoir quelque part apporter le corps de la victime, avec une mise en place encore très particulière. Et à travers ce sujet, Malczewski, avec d'autres tableaux, va essayer toujours d'avoir des raccourcis très 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 forts. En tout cas, vous voyez qu'on est en 1908-1909, mais que effectivement, ce romantisme polonais est encore toujours présent et source pour les artistes encore au XXe siècle. Il reprend ici à travers un autoportrait. Alors, il y a beaucoup d'autoportraits chez Malczewski, donc c'était important qu'on en ait quelques-uns. Je vous montre que celui-là, qui s'appelle Sur une seule corde, où on voit le peintre ici avec son béret de peintre, mais aussi avec une cuirasse qui est l'élément un peu, encore une fois, de cette histoire polonaise, avec cette fameuse redingote du déporté. Donc on voit Helena ici, on voit très certainement un vol de flamant rose qui peut être un symbole de renaissance future, et pourquoi pas la renaissance de la Pologne. Et on voit ici effectivement cet instrument qui est une pochette avec une seule corde, la seule corde étant possiblement une évocation du seul sujet qui compte, celui qu'on vient de parler et dont on parle encore. Ensuite, on a une présentation comme ça, à touche-touche, de différents tableaux qui visent à montrer, une fois qu'on a parlé de l'histoire, on va parler des gens, et effectivement, l'ensemble de ces différentes personnes. Alors, on n'ose pas tout à fait dire une nation, parce que dans le contexte polonais, c'est encore un peu sujet à caution, mais en tout cas, les différentes communautés qui habitaient sur ces territoires, qui s'étendaient, encore une fois, très très loin à l'est. Voilà ce qu'on a voulu évoquer là-dessus. Donc, rapidement, un grand tableau d'Aleksander Gierymski de 1890 s'appelle Angélus. Alors évidemment, le titre fait penser à Millet, mais quand on regarde un peu les figures, c'est plutôt à Jules Breton à qui on pense. C'est intéressant tout de suite, puisque cette question de la paysannerie prend une autre signification au cours du XIXe siècle. Je vous l'ai dit, au début du XIXe,
Il y a une grande nostalgie pour la question de la République aristocratique, et donc du coup, la question de la lutte pour l'indépendance de la Pologne est un problème de seigneur. Et la question de la mobilisation des masses, et notamment paysannes, n'est pas du tout dans l'agenda. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, on va se rendre compte que sans cette mobilisation des masses, en fait, la Pologne ne renaîtra jamais. Et donc du coup, on va se rendre compte à quel point la paysannerie est importante, et on va changer de regard sur elle, c'est-à-dire que d'un regard un peu méprisant, on va plutôt y voir, mais on le verra dans d'autres pays, en France également, comme dans une société qui connaît l'industrialisation, la machine, et tout ça, la question de la paysannerie est véritablement les gardiens d'une authenticité, d'un mode de vie vraiment polonais. Vous voyez un petit peu la transformation, et donc du coup, effectivement, pour les peintres, ces paysans, que ce soit ici Gierymski, mais on le retrouve avec ce cercueil paysan qui est une image très très forte, et devient un sujet très important de peinture dans ce deuxième 19e siècle. Alors on a évidemment des paysans, mais on a aussi, on a aussi des nobles, ici vêtus encore une fois à la sarmate, donc c'est tout cet idéal aristocratique, encore une fois très orientalisé, qui est évoqué ici dans ce tableau de Wissenhoff. Brandt nous parle du camp de Cosaques et de tout cette, j'allais dire, cette vie nomade dans le fin fond de ces plaines d'Ukraine. Mais on a aussi les artistes, et ça c'est très intéressant à noter, puisqu'ils font partie aussi de cette communauté. Ici, un très très beau tableau d'Anna Bilinska, qui est donc une artiste qui, elle, va travailler à Paris également, qui va mourir très très jeune. Elle n'aura pas le temps de finir ce portrait. Elle va mourir à 35 ans, 35-36 ans, il me semble, à son retour à Varsovie. Et elle fait partie des très grandes peintres portraitistes polonaises actives à Paris, comme Boznanska, qu'on voit ici également. Donc effectivement, la question de ces différentes communautés nous amène à parler de la question du folklore, qui va être véritablement très très importante dans l'identité polonaise qui se constitue, et les peintres vont évidemment l'évoquer. On commence la salle par ce tableau de Józef Helmącki, qui est un tableau très connu, je pense que pour les Polonais qui sont dans la salle, ça vous dit quelque chose. C'est un tableau qui est au Musée national de Varsovie, qui évoque effectivement une paysanne dans une bergère, qui garde son troupeau, même si là, elle n'est pas en plein boulot quand même. C'est un peu son chien qui la supplée, et elle est en train de jouer avec ce qu'on appelle les fils de la Vierge, en français, qui sont en fait ces fils d'araignée, qu'on appelle les tisserands, qui effectivement à l'automne, comme ça, laisse les fils au vent. Alors c'est un tableau qui va faire un peu scandale, c'est un tableau, ce qu'on appelle vraiment, c'est un tableau réaliste pour l'art polonais, et ce qui va faire scandale, on connaît ça en France un peu plus tôt, c'est ces questions aussi de pieds sales, voilà, Helmącki va être très très déçu, et du coup il va quelque part s'installer à Paris par la suite pour avoir une très belle carrière de peintre, notamment de scènes de genre ukraino-polonaises, mais aussi d'illustrateurs de presse, notamment dans Le Monde Illustré, et ça sera un peintre qui par exemple, en 1889, va être dans le jury de la peinture étrangère à l'exposition universelle de 1889 avec un certain Auguste Rodin. C'est pour vous dire un petit peu aussi comment on appréciait ces peintres-là. C'était pas du tout des peintres mineurs. Voilà par exemple Helmącki avec le type de tableau qu'il pouvait présenter au salon. Ici, c'est une esquisse avec encore une fois ces sujets qui font effectivement couleur locale, mais en même temps cette maîtrise du pinceau là, dans cette manière de faire des contrastes entre un côté très dessiné des figures et des chevaux, c'est un excellent peintre de chevaux, et un côté très très maîtrisé, mais aussi très libre, de peindre le reste de la composition.
Dans la question du folklore, on va avoir apparaître des peintres qui vont se spécialiser dans ces figures, notamment de groupes ethniques des marges. Là, donc, Jaroczki, par exemple, on va l'appeler, enfin, c'est un peintre Hutsul, parce qu'effectivement, il va beaucoup en représenter. Donc ici, on a les Hutsul dans les Carpates, 1910. Les Hutsul, en fait, ce sont les descendants du peuple ruthène, hein. C'est-à-dire que c'est des peuples qui sont dans l'Ukraine actuelle. Donc vous le verrez sur le catalogue qui d'ailleurs est disponible à la vente en sortant, par parenthèse. Nous avons choisi ce tableau-là pour faire la couverture et évidemment on a eu la remarque, mais ce ne sont pas des Polonaises, ce sont des Hutsul. Bon. Bah, vous en penserez ce que vous en penserez, mais je trouve que ça fait une très belle couverture quand même. Vous regarderez effectivement comment justement chez ces groupes, on a voulu mettre en avant les costumes traditionnels avec toute cette couleur et toute cette gaieté qu'on associe encore aujourd'hui quelque part à la Pologne quand même. Ici, Połcz, avec des paysannes et des paysans des Tatras, donc ces fameux chaînes de montagnes dans le sud de la Pologne. Quand même, je voulais parler de Tetmayer parce que ce qui est intéressant dans ce mouvement vers la paysannerie, c'est qu'on va voir apparaître une véritable paysannomanie. Alors, on connaît ça, hein, l'école de Pont-Aven, par exemple, c'est un peu la même chose. Effectivement, quand on va peindre des Bretonnes, on va essayer de retrouver cette authenticité de valeur et de savoir-vivre, j'allais dire. Ce qu'on trouve de particulier en Pologne, c'est ce mouvement-là, et Włodzimierz Tetmayer en est un bon exemple, de peintres qui sont plutôt issus de la noblesse, de la petite noblesse, c'est plutôt des seigneurs, qui vont carrément vivre avec des paysannes, se marier avec des paysannes, et quelque part essayer de prendre ce mode de vie paysan. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément d'équivalent ailleurs en Europe, et c'était intéressant quand même de vous le faire voir à travers ce tableau de Tetmayer. Ça, c'est des éléments qui sont reprises par le grand artiste Stanisław Wyspiański dans sa pièce très importante de 1900 qui s'appelle Les Noces, qui raconte au fond comment à la campagne, une scène de noces, alors ça dure très longtemps, ça dure presque une semaine, et effectivement de vision en vision, on en vient à sortir les pics pour aller chasser les Russes. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il met en avant des personnages qui sont véritablement, qui ont existé, qui étaient des contemporains, dont Tetmayer, qui est le maître. Voilà. La question des paysages qui fait aussi partie de la réappropriation d'un territoire. Et donc on a plusieurs représentants. On a ce magnifique lac de Witkiewicz, qui est plutôt un lac dans les Tatras, mais on a effectivement d'autres lieux mis en avant. Donc chez Falwat, ici, un paysage d'hiver plutôt dans les Beksides, donc c'est un peu plus sud-ouest de la Pologne. Non, on finit cette séquence sur les paysages en mettant en avant à travers là ce très beau tableau de Józef Mehofer, qui est un des plus grands peintres du début du XXe siècle en Pologne, ce soleil de mai qui nous donne cette scène d'intérieur plutôt moderne. Vous voyez l'influence des nabis, hein, très très forte chez Mehofer, qui est passé par Paris également, pour mettre en avant la question de la maison. Je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure en vous parlant de Grödger, la question de la maison et notamment du manoir pour l'aristocratie, c'est véritablement le lieu de la constitution de cette polonité, et donc quelque part mettre en avant et peindre finalement l'intérieur des maisons, c'est aussi parler de la Pologne, quoi. On finit vers la modernité, effectivement, avec la fin du siècle, avec ce tableau justement de Stanisław Wyspiański, dont je vous ai parlé avec sa pièce de théâtre sur les noces. Effectivement, la question du XXe siècle croise des questions de modernité, de développement d'individualité d'artistes qui peuvent paraître en contradiction avec l'enjeu de l'exposition, qui est finalement, au fond, ce récit patriotique.
c'est tout l'enjeu qu'il y a à voir. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même, notamment avec ce tableau de Wyspiański qui représente les Planty à Cracovie, qu'on représente au fond le cœur de la Pologne à travers cette vision de Cracovie. Et on aura, malgré d'autres influences, donc je vous montre quand même Wojciech qui a fait l'objet d'une monographie à Grenoble il y a quelques années et qui effectivement est presque expressionniste dans sa manière de traiter traiter les répressions du XXe siècle qui commencent, très torturées, vous le voyez, avec cette vision très décadente, quelque part de l'art, mais aussi de ce que devient la Pologne. Et je finis avec ce très beau pastel qui est à la Bibliothèque polonaise de Paris, et je remercie encore pour le prêt de Léon Wiczukowski. Ce chevalier aux fleurs qui, encore une fois, en 1904, on est un pastel, on est quand même dans la modernité, mais on retrouve une figure qu'on a pu voir par ailleurs, ce guerrier qui a les fameuses ailes des hussards, qui étaient donc des choses qui faisaient beaucoup de bruit dans les batailles, notamment au XVIe, XVIIe siècle. Ce chevalier qui, par le son de sa corne, dans ce paysage rêvé de tulipes qui invoque la Renaissance, et devant les Tatras, le réveil du pays qui se fera donc en 1918.